Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Il faudrait s'enraciner, mais sourire et puiser de notre héritage d'enseignement supérieur. Vous avez sans doute suivi les 5 minutes de présentation de ce livre de Dr Sokhna Rosalie Ndiaye, le livre portant sur gouvernance stratégique de l'enseignement supérieur au Sénégal. Madame Dr Ndiaye, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie, Monsieur Top, de m'accueillir dans votre émission. Faire ses études en Europe, notamment en Europe du Nord, en République tchèque, et revenir au Sénégal pour nous parler d'enseignement supérieur, mais surtout nous faire revenir à la source, une certaine dichotomie selon une certaine pensée rationnelle. Vous partagez cela? Oui, effectivement. Disons que j'ai eu la chance ou l'opportunité d'être exposée à différents systèmes d'enseignement supérieur, notamment après avoir fait mes études de bachelor aux États-Unis et puis d'être allée en Europe de l'Est, en République tchèque, pour mon master et mon doctorat. J'ai pu voir les différences qui existent entre les différents systèmes d'enseignement supérieur. Et cela m'a permis, avec du recul, de peut-être repenser le système et l'approche de l'enseignement supérieur tel qu'on la vit ici au Sénégal et de pouvoir peut-être avoir un regard différent sur les problèmes et une approche plus détachée de ce qui pourrait être amélioré. Comment voyez-vous l'approche de l'enseignement supérieur sénégalais? Je trouve que pour un bon moment, donc disons dans la période pré-indépendante et la période post-indépendante et les 30 années qui ont suivi, l'enseignement supérieur au Sénégal ne répondait pas vraiment aux besoins socio-économiques du pays parce que c'était un enseignement supérieur basé sur l'héritage colonial. Quand l'enseignement supérieur a été implémenté au Sénégal, il a été fait pour répondre à l'entreprise coloniale. Donc ce n'était pas quelque chose qui a été fait pour les Sénégalais ou pour l'Afrique de l'Ouest. De ce fait, beaucoup de sensibilités n'ont pas été prises en considération, notamment le contexte socio-culturel. Et ceci n'a pas été changé à temps. Cette approche de l'enseignement supérieur a traîné et a causé les problèmes. Donc, disons que les problèmes actuels de l'enseignement supérieur sont une répercussion de la lenteur à réformer cet héritage colonial, à mon avis. Lorsque l'on vous entend parler, c'est vrai, on sent nettement l'expérience que vous avez eue à colmater, ne dirais-je pas à colmater, peut-être l'expérience que vous avez à avoir aux États-Unis et en Europe de l'Est, comme vous l'avez tantôt dit. Êtes-vous en train de vouloir nous dire que dans ces pays-là, l'enseignement supérieur est calqué sur une réalité socio-culturelle? Je voudrais dire que l'enseignement supérieur a été implémenté pour répondre aux besoins des régions dans lesquelles elles ont été implémentées. En ce temps-là, ils avaient leur propre système d'enseignement supérieur qu'ils ont pu améliorer et adapter à l'évolution de leur société. Ce qui n'a pas été le cas pour le Sénégal et pour bon nombre de pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique subsaharienne qui ont tout simplement continué à adopter la manière de l'enseignement supérieur colonial et qui ont continué avec ce système jusqu'à se rendre compte que cela ne marchait plus. Quelles sont les conséquences de se voir importer un modèle d'enseignement supérieur différent de nos réalités? C'est tout simplement, selon moi, cet enseignement supérieur ne nous parlait pas. Ne nous parlait pas. On nous apprenait, je ne sais pas, quand on parle par exemple d'histoire, on nous parle de l'histoire de la France ou de l'histoire de l'Europe. Ce n'est pas quelque chose qui est en marge avec nos réalités. Donc si on essaye d'importer quelque chose qui n'est pas en phase avec ce que l'on vit, il y a du mal pour le citoyen, l'étudiant, pour le savant, d'appliquer
ce qui lui est imparté comme connaissance. Parce que cela n'est pas en phase avec ce que nous vivons nous-mêmes. À qui la faute? On ne dira pas qu'il y a une faute. Si nous devions départager les responsabilités dans cette situation que nous vivons, par exemple, aujourd'hui, quelle est la responsabilité des autorités publiques? Parce que vous avez parlé de politique publique. La politique publique renvoie à l'autorité publique lui-même. Aujourd'hui, quelle est la responsabilité de ces autorités publiques? Je ne voudrais pas pointer du doigt, mais cette lenteur à se rendre compte qu'il fallait un enseignement supérieur qui réponde aux réalités socio-culturelles, économiques, c'est quelque part, bon, disons que les priorités postcoloniales étaient autres que l'enseignement supérieur. Je pense qu'on était plus dans la période postcoloniale, dans une période de construire le pays, un pays indépendant. Donc l'enseignement supérieur qui était présent, il marchait, il marchait bien. On avait ce dont on avait besoin, donc ce n'était pas une priorité. Et pendant très longtemps, l'enseignement supérieur n'était pas une priorité de l'État, on va dire. Avec les ajustements structurels des Bretton Woods Institutions, tels que la Banque mondiale et l'AMF, l'accent a été plus mis sur l'enseignement primaire et secondaire au détriment de l'enseignement supérieur, mais ça, ils ne le savaient pas encore. Parce que quand vous investissez dans l'enseignement primaire et secondaire, on s'attend à ce que les gens veuillent viser plus haut. Donc après le primaire et le secondaire, bien entendu, on voudra accéder à l'université. Mais les investissements faits dans ces deux cycles n'ont pas été faits en parallèle dans le cycle supérieur. Ce qui fait qu'on a eu un flux d'élèves étudiants qui quittaient d'élèves importants qui quittaient ces deux cycles pour intégrer l'enseignement supérieur. Et on s'est retrouvé avec des problèmes tels qu'un surplus d'effectifs dans l'université de Dakar. On s'est retrouvé avec une détérioration de la qualité. On s'est retrouvé avec des curriculums déjà qui n'étaient pas en phase avec les besoins de développement. Donc, c'est là que se trouve un peu le problème. L'enseignement supérieur n'était pas une priorité. Donc, la priorité n'était pas de repenser le contenu des enseignements, le curriculum, ou les méthodes pédagogiques, ou la capacité d'accueil de ces universités pendant très longtemps. En 2014, sous la diligence du professeur Souleymane Bachir Diagne, l'État du Sénégal a repensé notre système d'enseignement supérieur avec des conclusions qui ont été faites. C'était très difficile à l'époque, surtout avec la grève des étudiants. Aujourd'hui, la solution qu'avait donnée cette assemblée, dirais-je, est-ce qu'aujourd'hui on est en train de voir ces développements, ces fruits? Est-ce que cela vous a sans doute convaincu, oui ou non? Ou alors, selon vous, aujourd'hui, quels doivent être réellement les points sur lesquels il faudrait accentuer la réflexion pour essayer de trouver des solutions? D'accord. Donc déjà, on va dire qu'il y a eu des états généraux de l'enseignement supérieur sous le président Abdou Diouf. Il y en a eu sous le président Abdoulaye Wade. Et je pense que l'enseignement supérieur aujourd'hui est loin de ce qu'elle était il y a 20 ans. On a vu des progrès énormes, notamment l'extension de la carte universitaire. On se retrouve avec combien d'universités aujourd'hui? Je pense 5 ou plus de 5. Exact. On se retrouve avec un système LMD qui facilite l'accès aux étudiants, mais également il était commun de durer à l'université. Avec le système LMD, c'est quelque chose qui est en train d'être révolutionné. Quoi d'autre? On a l'avènement de l'assurance qualité, qui est quelque chose qui fait que les universités doivent être en phase avec la mondialisation, doivent être en phase avec leur société. Donc, c'est vrai qu'on a mis du temps à repenser l'enseignement supérieur, mais nous sommes en marche. Nous avons pris le train en marche, mais nous nous approchons d'un idéal d'enseignement supérieur, même si il reste beaucoup à faire en termes de
de suivi politique, etc. Aujourd'hui, si vous, par exemple, vous deviez donner votre position quant à la quête de solutions, en ce sens où le train est déjà en marche, mais pour pouvoir peut-être faire courir ce train qui est en marche, qu'est-ce que vous proposiez? Déjà, toute mon étude doctorale, disons, portée sur la gouvernance stratégique de l'enseignement supérieur, qui est un processus dynamique de création et d'implémentation de politiques qui prend en compte le futur. Donc, on ne fait pas des politiques pour maintenant, on fait des politiques qui vont servir pour le futur. Donc, ce que j'ai disons, à l'esprit, c'est qu'en établissant les politiques publiques d'enseignement supérieur, de voir plus loin que de régler les problèmes actuels. Parce qu'une fois que vous avez réglé les problèmes actuels, vous avez réglé les problèmes, mais entre-temps, d'autres problèmes se sont ajoutés à ce que vous avez pris en charge sur l'instant. Donc pour moi, il y a cette dimension d'anticipation qu'il faut toujours garder à l'esprit et qui peut-être a manqué au Sénégal pendant très longtemps et à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, pour ne pas juste pointer du doigt le Sénégal. Donc l'anticipation est importante. Quoi d'autre? On va dire il y a des critères par exemple, l'assurance qualité et le domaine de la recherche et sont des domaines dans lesquels les pays occidentaux, par exemple, sont en avance sur nous. La recherche scientifique, je me suis rendu compte, est un domaine très important pour le développement même de l'enseignement supérieur. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas négliger. Et en général, l'anticipation, parce que l'anticipation englobe tous ces critères d'une bonne gouvernance stratégique de l'enseignement supérieur. Je rappelle juste, chers téléspectateurs, que notre invité du jour est Dr Sokhna Rosalie Ndiaye. Elle est l'auteur de l'ouvrage Gouvernance stratégique de l'enseignement supérieur au Sénégal. Je rappelle juste que Dr Ndiaye a obtenu son baccalauréat au Sénégal en 2009, après avoir terminé des études secondaires à l'Institut Notre-Dame de Dakar. Elle a été lauréate du concours général du Sénégal, obtenu le premier prix de géographie en 2008. Aujourd'hui même, les lauréats du concours général sont en train d'être primés. Elle est titulaire d'un bachelor en administration des affaires de l'Université Suffolk de Boston et maître d'un master en relations internationales et diplomatie de l'Université anglo-américaine de Prague en République tchèque. Elle est actuellement chercheure, mais doctorant. Au lieu de doctorante, elle est docteur maintenant en politique publique et sociale à l'Université Charles Pac. Ses recherches portent sur les politiques publiques et la gouvernance de l'éducation, plus particulièrement l'enseignement supérieur dans les pays émergents. Elle est l'auteur de l'ouvrage From Hudult to Wad and Beyond, paru en 2021, publié par l'Armatan Sénégal. Madame, dans les pays développés, les pays émergents, les grandes universités ont à côté d'elles souvent des hôpitaux, de grandes entreprises de recherche qui financent les recherches pour permettre à ces pays de développer la science. Lorsqu'on parle de l'université ou bien des universités au Sénégal, on parle d'université et recherche. Comment appréciez-vous le développement de la recherche, de la science dans nos universités? Bon, disons que je suis plus familière à la recherche comme elle se fait ailleurs, mais vu ce que j'ai eu à vivre moi-même, je n'ai pas l'impression que le domaine de la recherche soit aussi apprécié ici au Sénégal qu'il l'est ailleurs, notamment en République tchèque. Parce que, par exemple, vous dites que dans certains pays occidentaux, des hôpitaux rattachés aux universités financent la recherche. Là d'où je viens, en République tchèque, c'est plutôt l'État qui offre les financements pour la recherche, très souvent. Donc, je ne sais pas comment ça se fait réellement ici au Sénégal, mais j'aimerais encore une fois mettre l'accent sur la recherche scientifique dans tous les domaines, parce que pour moi, c'est un facteur important de développement même de l'enseignement supérieur. Et je disais tantôt, on parle de recherche, mais également l'enseignement supérieur, mais l'enseignement supérieur a caractère général. Il n'y a pas de spécialisation à partir de son entrée même à l'université.
on fait droit, alors que dans les métiers juridiques, il y a énormément de spécialisation. Dans d'autres pays, dès lors que vous entrez dans l'université, vous savez déjà ce que vous voulez faire, vous êtes orienté vers une spécialisation. Ici au Sénégal, est-ce que ceci n'est pas une dichotomie par rapport à nos réalités socioculturelles? D'autant plus que on tend vers un développement, on tend vers une émergence, c'est le discours qui est tenu, mais ce discours n'est-il pas distancé par rapport à la réalité? Absolument, vous avez absolument raison. Prenons mon propre exemple. Quand j'ai obtenu mon bac, pour moi, il fallait soit faire finance, soit être docteur ou avocat. Je ne savais pas que des filières comme les politiques publiques, par exemple, existaient. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui se prépare, non pas à l'université, mais avant. Parce que le dernier cycle secondaire est rattaché au cycle universitaire. Donc, les élèves, les étudiants les élèves, on va dire, doivent être très tôt exposés à ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible d'accomplir. Et cela va en main avec définir les besoins du pays. Si on dit que nous avons besoin d'agents pour les politiques publiques de santé, pour les politiques publiques d'éducation, pour l'économie, offrir à ces élèves l'opportunité de comprendre comment notre pays marche et leur offrir l'opportunité de savoir quelle filière ils pourraient, s'aventurer, dans quelle filière ils pourraient tendre vers afin de combler les besoins du pays tout en faisant ce qu'ils aspirent à faire. Non, j'ai compris. Vous avez parlé de la gouvernance stratégique. Vous en êtes quelque peu même experte au regard de votre formation et de vos recherches. Pensez-vous que cette gouvernance stratégique s'applique strictement dans le domaine de l'enseignement supérieur au Sénégal? Absolument pas. Absolument pas. Parce que la gouvernance stratégique à la base est un concept qui a été développé par mon mentor, le professeur Potouček de l'Université Charles de Prague. Et il a développé ce concept pour l'appliquer aux pensions de retraite en République tchèque et dans les pays de l'OECD. Et quand j'ai vu ce concept, il m'a intéressée et j'en ai fait une mission d'essayer de l'appliquer à l'enseignement supérieur au Sénégal. Mais c'est un concept qui est assez vaste, qui peut être appliqué à tous les domaines. Il suffit juste d'en définir des critères d'évaluation. Donc c'est un critère qui est fluide, qui peut être utilisé par toutes les politiques, on va dire. Ne pensez-vous que également, puisque vous, et quand je dis vous, c'est des genres de personnes comme vous, bien formées certes dans les universités occidentales, mais qui comprennent réellement ce qui se passe dans ces pays-là, est-ce que vous ne deviez pas être également mis à l'étrier, c'est-à-dire mettre les pieds dans la réflexion pour essayer d'apporter des solutions dans notre système d'enseignement supérieur, d'autant plus que peut-être votre expérience est aussi bien interne, parce que vous avez fait vos premières études ici, votre expérience à l'extérieur également peut servir ce pays-là. Absolument. Je pense, comme je le dis très souvent, il faut s'enraciner, certes, mais il faut être ouvert au monde. On ne peut pas juste rester dans notre bulle et essayer de faire ce qu'on a à faire nous-mêmes. Il faut qu'on aille puiser un peu partout ce qui se fait ailleurs pour voir ce qu'on peut apporter, le plus qu'on peut apporter à nos systèmes, que ce soit l'enseignement supérieur, la santé ou quel domaine que ce soit d'autre. Je pense qu'il est important, surtout pour nous qui avons étudié à l'extérieur, qui avons une expérience peut-être différente de ce qui se fait ici, de pouvoir participer, de pouvoir amener notre pierre à l'édifice de la construction de notre nation. Néanmoins, vous le savez sans doute, les moyens ne sont pas les mêmes. Ici, vous avez vu les réalités dans les universités. Ce qui se perçoit, malheureusement ici, peut-être ne se perçoit pas dans les pays d'Europe. Ici, il y a les grèves des étudiants, des syndicalistes d'enseignement supérieur. Ceci ne constitue-t-il pas un frein
au développement de la recherche, mais également un frein à la gouvernance stratégique. Absolument, absolument. C'est un frein au développement des universités elles-mêmes, au développement de la recherche. Mais il faut dire que ces grèves ne sont pas anodines. Donc, elles ont une cause qui peuvent se retrouver dans les politiques publiques elles-mêmes et dans des politiques qui ont été adoptées, qui peut-être n'ont pas pu être soutenues dans le temps. Donc, quand je dis ça, je veux parler par exemple du coût social de l'enseignement supérieur. Quand on prend une politique qui a été implémentée après l'alternance dans les années 2001, qui était de pourvoir une bourse universelle, ce n'est pas quelque chose qui se fait partout. Et c'est quelque chose qui a causé, dès son implémentation, un déficit budgétaire à l'État du Sénégal. Et quoi qu'on puisse dire, ce n'est pas tous les étudiants qui ont besoin d'une bourse universitaire. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de dur à dire et à accepter, mais ce sont des politiques comme ça qui empêchent des fonds qui auraient pu être alloués comme elles devraient l'être. Penser en anglais, écrire en anglais, vous en avez l'habitude, la transcrire en français, vous écrivez dans les deux langues. Comment parveniez-vous à le faire? D'autant plus qu'on sait souvent que lorsque l'on pense écrire souvent en anglais, il est beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé d'y s'y développer, contrairement à la langue française. Mais vous arrivez à pouvoir jongler entre les deux. Comment avez-vous vécu cette expérience? Bon, je ne dirais pas que c'était facile, mais tout était basé sur un contexte. Dépendant de l'audience que je voulais atteindre, j'ai choisi ma langue d'écriture. Donc, dans mes deux livres précédents, donc From Humble to Wide and Beyond et le livre Beyond the Sankore University, je voulais faire découvrir au monde l'héritage de l'enseignement supérieur au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc, pour moi, le choix était facile, c'était l'anglais parce qu'il était plus accessible au monde, parce que quoi qu'on puisse dire, le français est une langue qui n'est pas parlée partout, alors qu'il est plus facile de trouver des gens qui parlent anglais à travers le monde. Quand j'ai écrit Gouvernance stratégique de l'enseignement supérieur au Sénégal, je visais le Sénégal, je visais les politiques sénégalaises, donc il était plus logique pour moi d'écrire en français. Comme vous le dites, ce n'est pas chose facile, mais je suis heureuse d'avoir pu relever ce défi. Docteur Sokhna Rosalie Ndiaye, c'est la fin de l'émission, votre dernier mot. Je vous remercie, Monsieur Top. Je remercie toutes les personnes qui ont pu m'accompagner durant cette trajectoire que j'ai eu à effectuer pour en arriver là. Et j'espère que j'apporterai ma pierre à l'édifice de l'enseignement supérieur au Sénégal. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.